Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de SummerSlam, alors qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Moi je le regarde actuellement le dimanche matin, donc vous aurez la vidéo dans l'après-midi ou dans la soirée. Enfin je pense plutôt fin d'après-midi. Ça va dépendre en fait du temps que dure la vidéo et du temps que ça mettra à se convertir en vidéo sur le logiciel de montage. Bref, dans tous les cas, vous l'aurez aujourd'hui. En tout cas, on va revenir match par match. J'ai pas fait de pronostic parce que j'ai pas mal travaillé ces derniers jours pour préparer des vidéos sur ma chaîne cinéma et ma chaîne de littérature. Donc j'ai pas eu le temps de m'occuper des pronostics. Mais là où je suis assez d'accord avec la plupart des autres youtubeurs ou streamers de catch, c'est qu'effectivement c'est un show compliqué à pronostiquer. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Et en plus, comme là, je viens juste de voir le premier match et je vais enregistrer à chaque fois entre deux matchs. euh, on peut dire que ouais, ça commence pas bien si j'avais fait des pronostics quoi. Et effectivement, le premier match c'est tout simplement un Rhea Ripley contre Liv Morgan pour le titre World Heavyweight féminin, là, un truc comme ça. Bref. Ce match honnêtement que j'ai pas trouvé incroyable, hein. En vrai j'ai pas encore mis une note, je crois que je vais lui mettre en... Ouais, allez, un 3,25, hein. Pour moi ça vaut pas plus. Parce que déjà, comme je disais, on est en PLE, on s'attend à avoir un match, surtout SummerSlam, deuxième plus grand show de l'année, et genre on a un match quand même assez moyen. Alors, le match a tourné autour de deux choses, enfin même on va dire trois choses, l'envie de vengeance de Rhea Ripley, le Dominic Mysterio, et ce que je voulais dire à la base c'était la potentielle blessure de Rhea Ripley. Vraiment, on sait pas trop, mais son épaule a été trop bizarre. Puisqu'effectivement, on voit que Rhea Ripley a une grosse envie de se venger de Liv Morgan. Elle va au début essayer de la poursuivre à droite à gauche pour lui mettre la main dessus. Dès le début du match, voilà, elle dégomme Liv Morgan. Vraiment, tu te dis, oh, allez, c'est bon, Rhea Ripley, elle va gagner. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je voulais. De toute façon, que Rhea Ripley elle gagne, mais ça n'est pas arrivé. Euh, et comment dire comment dire et ensuite vers la fin quand il y a la chaise qui est en jeu, Rhea Ripley veut essayer de l'utiliser, sauf que voilà, Dominic Mysterio il intervient et ensuite la chaise va servir, voilà, va se retourner contre Rhea Ripley qui va se prendre un Oblivion dessus et pour permettre à Morgan de gagner. Comme je disais, autre chose qui joue beaucoup dans le match, c'est cette potentielle blessure de Rhea Ripley, puisqu'à un moment donné, quand se prend, elle se fait pousser dans le coin du ring, et là, elle se fait mal à l'épaule. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais son épaule est tellement bizarre que j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment à moitié déboîté l'épaule, quoi. Quand tu regardes ses deux épaules, elles ont pas la même gueule, ces deux épaules, c'est trop bizarre. Moi, j'avais du mal à regarder Rhea Ripley, pourtant j'aime beaucoup Rhea Ripley, mais j'avais du mal à la regarder parce que son épaule, mon regard il allait dessus et elle était pas belle son épaule. Et, euh, et du coup, elle va tenter à plusieurs reprises de se remettre plus ou moins l'épaule comme il faut, mais j'arrive pas à savoir si c'est du work ou pas, parce que bon, elle va quand même se prendre des prises sur l'épaule, elle va quand même prendre des coups, une soumission au niveau du bras et tout ça, enfin bref. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux, cette sorte de déboîtement d'épaule et tout là, mais après on sait que Becky Lynch a réussi à faire son match contre Bianca Belair à SummerSlam avec une épaule déboîtée dans le match, enfin à moitié déboîtée. Donc, techniquement, c'est possible. C'est que ça n'est pas aussi douloureux, entre guillemets, qu'une déchirure ou qu'un truc qui casse. Enfin, voilà. Enfin, après, moi, j'en sais rien. Je me suis jamais rien cassé, rien déboîté. J'ai eu quelques cicatrices, mais voilà, jamais eu de graves blessures. Donc, moi, je peux pas en parler comme quelqu'un qui a vraiment été blessé. Mais, euh, mais voilà, on va beaucoup jouer autour de ça. Et c'était plutôt intéressant.
Du coup, il y a aussi eu, comme je disais, t'as un Dominique Mysterio, au final, qui est clairement le personnage le plus important du match, puisque au début il va beaucoup se ranger du côté de Rhea Ripley. Alors il y a même cette scène dégueulasse où Rhea Ripley lui laisse le visage, franchement moi ça me met mal à l'aise ces scènes-là. Euh, Ensuite, on a, comment dire, on a Dominique qui va empêcher, comme je disais tout à l'heure, Rhea Ripley d'utiliser la chaise, ce qui est très intelligent. D'ailleurs, quand Liv Morgan veut utiliser la chaise, c'est assez intelligent aussi. Alors, à SummerSlam, tu te dis, va te faire foutre Liv Morgan, parce que bon, à SummerSlam, on veut un beau match, on veut du match de PLE, du match de qualité, parce qu'on est dans le deuxième plus grand show de l'année. Et tu te dis, tu veux utiliser une chaise pour conserver ton titre, parce que c'est ça qui est intelligent. C'est que si elle utilise la chaise contre Rhea Ripley, Rhea Ripley elle gagne par disqualification, mais les victoires par disqualification, ben, c'est quand même le champion qui conserve sa ceinture. Donc la réaction de Liv Morgan est plutôt intéressante. Après, de l'autre côté, quand Rhea Ripley veut l'utiliser, là tu te dis, mais Rhea, laisse pas ta colère prendre le dessus, parce que ben, si tu la frappes avec, toi, t'as tout perdu. Et du coup, quand Dominique il lui prend la chaise et tout, tu te dis, ah ouais, il est toujours de son côté, il va l'aider et tout, il enlève la chaise pour qu'elle conserve le truc et tout. Sauf que ça va détourner Rhea Ripley qui va se prendre un premier Oblivion. Et ensuite, Dominique Mysterio il place une chaise, pareil, à l'intérieur du ring et il détourne l'arbitre. Et là tu te dis, bon, bah, ça doit être pour Rhea Ripley, pour qu'elle utilise la chaise contre Liv Morgan. En fait, non, c'était pour que Liv Morgan fasse son Oblivion à nouveau sur la chaise. D'ailleurs, que Rhea Ripley a très très bien vendu. Euh, et du coup, bah voilà, victoire de Liv Morgan. Et pour moi, ça vaut pas plus qu'un 3,25 sur 5 parce que, ben, voilà, hein, pour moi, Dominique, c'est clairement. En fait, j'ai envie de dire, Dominique et la blessure de Rhea, c'est ce qui a fait tout le match en fait. Parce que c'est triste à dire, mais la championne, ben, dans le match, on n'en a pas grand chose à foutre en fait. Et surtout que Liv Morgan, ben, c'est clairement le type de championne dont j'avais peur, la championne qui fuit parce que Rhea Ripley est beaucoup trop forte pour elle, donc elle passe beaucoup de temps à fuir. Elle gagne grâce à une intervention, et ça, je trouve ça dommage parce que bordel, Liv Morgan, ils arrivent vraiment pas à la construire forte, hein. Son premier règne, ils n'ont jamais réussi à la construire forte. Là, deuxième règne, bah déjà, elle a eu très 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 peu de matchs de championnat. Et en plus, bah, elle n'est pas une championne forte, alors que c'est pas parce que bah, elle fait un gabarit, je veux dire, de gens normaux, quoi, que bah, elle devrait pas être forte, quoi. Je veux dire, voilà, bah, c'est vraiment tu kiffes d'ailleurs. De toute façon, Liv Morgan, je ferai une vidéo entièrement sur elle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur son booking, bah, surtout sur son booking où il y a énormément de choses à dire, parce que sur son in-ring il n'y a rien à dire, le in-ring il est excellent, sa façon de jouer son personnage c'est excellent, mais il y a tellement de choses à dire sur son booking, sur ses règnes et tout, bah, l'écriture globalement de Liv Morgan, il y a tellement de choses à dire que je ferai une petite vidéo entièrement consacrée là-dessus dans les semaines qui viennent. Bref. En tout cas, voilà, pour moi, 3,25 sur 5, ça vaut pas plus. Je trouve que c'est même une très très bonne note pour ce qu'on a eu, honnêtement. J'ai quand même été un peu diverti, heureusement que le match était pas trop long. Mais ouais, quand tu vois les deux fans qu'on a, on aurait clairement pu avoir 1000 fois mieux. Et ça me gêne un peu. Et du coup, le match suivant, c'est Braun Breaker contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Et je pense que bon, là, tout le monde aurait eu le bon pronostic, hein. C'était évident, de chez évident, que Braun Breaker allait remporter le titre sur la plus grande scène de, de l'été. Et, euh, et c'était cool. La vraie question, c'est comment Braun Breaker allait devenir champion. Et j'avoue qu'il est devenu très très vite. Euh, Ça m'a un peu surpris, honnêtement, parce que le début de match, il commençait extrêmement bien, où on voit que les deux catcheurs se connaissent très bien. Voilà, on tente la powerbomb qui est ratée, on tente l'exploder qui est raté. Alors, quand je dis raté, c'est contré, quoi. Le spear esquivé, bref.
on sent, tu vois, que les deux hommes ont retenu pas mal de choses de Money in the Bank et que du coup c'est ah bah je sais que si tu fais ça je vais me prendre telle prise et tout donc j'arrive à le contrer parce que bah j'ai travaillé là-dessus et tout et je trouve ça génial que l'on ait ça quoi, quand on a un match où on travaille là-dessus mais en même temps bah on a une fin méga surprenante parce que comment dire euh, je suis juste en train de voir un truc dégueulasse quoi. Genre ils ont vraiment fait un pack Pat McAfee pour tout K24 avec des mecs random que sûrement quasiment personne connaît. Mais genre qu'est-ce qu'on en a en fout de jouer avec ces gens-là? Parce que j'avais vu une polémique où Carmen Petrovic, enfin pas vraiment une polémique, mais au niveau des stars, mais plus au niveau de la compagnie qui fait les jeux vidéo, où Carmen Petrovic avait soutenu les fans qui se plaignaient que il faisait un pack avec Pat McAfee et ses potes, alors que il manque énormément de gens du roster de NXT et tout, et Carmen Petrovic, j'avais vu qu'elle avait soutenu les fans, bref. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois que je vois la pub pour vraiment le pack, et ouais, non, c'est vraiment scandaleux, quoi. Alors qu'il manque au moins, je dirais presque la moitié, surtout côté féminin du roster de NXT, quoi. Bref. Pour en revenir au match, du coup, le match était vraiment génial, mais, mais c'est vrai que je trouve que ça se termine très vite, parce que d'un coup, au bout d'un moment, ça se débloque. Sami Zayn, il place sa power bomb, il arrive à placer le exploder là, dans le coin, et dès qu'il veut placer le global kick, il se prend un spear, et du coup, Braun Breaker, il enlève ses trucs au niveau des épaules là. Euh, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est pas vraiment des bretelles, c'est pas non plus des manches. Bref, comme en général quand il fait ça, c'est qu'il va placer sa power slam ou qu'il va terminer le match quoi. Et là, il prend de l'élan, il envoie un autre spear et victoire. Et je me suis dit, hein, on a déjà, on a déjà fini. Sérieux, ça fait même pas le match, je crois qu'il a même pas duré 10 minutes, je peux pas regarder le temps qu'il a duré parce que sinon je me ferais spoiler le résultat de tous les autres matchs. Mais, mais je me dis, ouais, c'est surprenant. Surprenant. En fait, je pense qu'ils ont fait exprès de terminer le match très vite parce qu'ils savaient que tout le monde savait que Braun Breaker allait gagner. À part ceux qui étaient vraiment focus, non, faut que Sami Zayn reste champion. Alors oui, moi Sami Zayn, c'est un des catcheurs que je respecte le plus, que j'aime le plus dans le roster principal. Mais bon, bah Braun Breaker, c'est également un catcheur que j'aime énormément, qui faisait partie de mes favoris du côté de NXT. Et le voir évoluer et réussir comme ça le roster principal, bah, ça me fait méga plaisir. Mais du coup, bah, la compagnie, ils ont bien dû trouver un moyen de surprendre le public. Et le meilleur moyen de surprendre le public, bah, c'est de terminer le match à un moment où tu t'y attends pas. Parce que vraiment, moi dans ma tête, quand il y a eu le spear, Braun Breaker, il allait tenter de tomber. Et puis on allait avoir une near fall, et peut-être qu'on allait en avoir plusieurs dans le match et tout ça. Alors que non, vraiment, paf, il place une deuxième spear, terminé. Et, et franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. J'aurais aimé un meilleur match, plus long et tout. Mais en vrai, le début de match, il était vraiment très bien. Parce que bah, on sent que les deux hommes ils se connaissent et tout. Donc c'est beaucoup de je te contre, je t'esquive, machin. Et puis d'un coup, paf, on te surprend, on termine le match d'un coup. Certes avec le vainqueur auquel tu t'attendais, mais pas de la manière. Mais le match ne termine pas de la manière dont tu t'attendais. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et pour moi, du coup, j'ai noté ce match 4 sur 5 parce que j'aurais quand même aimé un match plus long avec des near falls, avec un peu plus de. Pas de suspense, parce que dans tous les cas, on n'aurait pas eu de suspense, mais plus de comment dire. De. Tu vois, des near falls, des moments où vraiment tu as envie de croire que Sami Zayn il peut gagner. Tu vois, j'aurais vraiment aimé voir ça, mais bon. C'est pas très grave, pour moi ce match il vaut clairement un 4 sur 5. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite avec Logan Paul et Knight. Là pour l'instant c'est le promo package, donc on va voir ce que ça donne.
On passe maintenant au troisième match, donc LA Knight versus Logan Paul. Et du coup, sur la carte, on a passé du coup le deuxième match, donc j'en avais rien à faire sur la carte. Voilà, parce que globalement, rien replay Liv Morgan, j'en avais pas grand chose à faire. Mais voilà, celui-là, j'en ai pas grand chose à faire. Et le dernier match dont j'en ai pas grand chose à faire, c'est. Enfin, c'est un peu bizarre parce que Cody Rhodes Solo Sikoa, je pense que quasiment personne n'a envie de voir ce match. Mais en même temps, il y a tellement ce suspense de est-ce que Jimmy Uso ou Roman Reigns pourrait faire son retour que au final, il y a quand même une attente sur ce match, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand monde qui a réellement envie de voir Cody Rhodes contre Solo Sikoa. C'est assez amusant. Mais bref, et ce match-là, honnêtement, le Logan Paul contre LA Knight pour le titre des États-Unis, mais genre. Franchement, c'est un match qui m'intéresse pas parce que Logan Paul, bah, j'aime pas plus que ça. LA Knight, vous le savez, j'ai jamais été dans le train de la hype de LA Knight, donc bah, voilà, j'aurais pas grand chose à faire. Je suis très content quand même qu'il ait gagné ce titre parce que bon, ça fait quand même un moment qu'il enchaîne des matchs contre des gros noms, des matchs pour des titres et tout, et que le pauvre, il fait quand même des très bonnes perfs et qu'on lui donne jamais rien. Donc je suis quand même content pour lui. Mais voilà, ça n'empêche pas que bah, le match en lui-même, j'en ai pas grand-chose à faire, quoi. Et d'ailleurs, match, alors je l'ai noté 3,75 sur 5. Euh, alors j'expliquerai pourquoi je l'ai mis un peu moins, j'ai un peu moins bien noté que celui de Sami et Braun Breaker. Mais du coup, le match en lui-même ne va pas commencer tout de suite, hein. Les deux, enfin, quand LA Knight fait son entrée, Logan Paul va l'agresser. De toute façon, en général, hein, c'est toujours mauvais signe que le champion euh, rentre en premier, hein. Normalement, le champion est censé arriver en dernier, quoi. Donc voilà, du coup, Logan Paul on a profité pour agresser LA Knight. C'est parti en grosse baston, ça c'était plutôt cool. Le neck breaker que LA Knight a porté sur Logan Paul sur la table des commentateurs était très cool. Dommage que la table n'ait pas cassé, mais le move était vraiment très très cool. Ensuite, les deux sont entrés dans le ring, donc là le match s'est lancé. Et le match en lui-même, eh ben, je dois l'avouer, je me suis fait chier sur une bonne partie du match. Il y a eu des choses très intéressantes, hein, surtout côté Logan Paul, et pourtant, les gens qui le connaissent personnellement, ils savent à quel point je déteste Logan Paul en tant que personne, parce qu'il fait partie des gens qui, grâce à cause de ses actions, a un peu foutu la merde sur YouTube. Bref, pour ceux qui connaissent l'histoire de Logan Paul, vous savez sûrement de quoi je parle, hein, la petite histoire au Japon, qui lui a coûté très très cher à l'époque. Bref. Euh, et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, je suis pas du tout fan de Logan Paul, mais alors pour moi, les moments les plus divertissants du match, c'était grâce à lui, quoi. Genre le springboard clothesline, le springboard moonsault qui fait à l'extérieur du ring. Je crois que pour l'instant, c'est l'un des meilleurs moves du show avec le Frankensteiner de Braun Breaker. Mais le Frankensteiner de Braun Breaker, on est quand même habitué à le voir quasiment chacun de ses matchs. Alors que ça, le springboard moonsault par Logan Paul, c'est la première fois qu'on voit ça. Et c'était le move, il était incroyable. Et ce qui fait que le match, d'un côté, c'était cool parce qu'on a eu des moments dans ce style-là, dans le match, qui a été très divertissant, qui a été vraiment très cool. Mais en même temps, ben, par exemple, les moments où LA Knight il prend le dessus dans le match, et ben, je me fais chier. Et encore une fois, hein, j'ai rien de spécial contre LA Knight, mais juste j'arrive pas avec son style. Et du coup, dès qu'il prend le dessus, ben, je m'ennuie. Et franchement, je m'ennuyais vraiment, hein. J'étais des fois à deux doigts de m'endormir. Alors que ça fait 1 heure et demie que je suis debout. Et que j'ai quand même passé une bonne nuit de sommeil pour une fois, hein. J'ai bien dormi pendant un peu plus de 9 heures. Voilà, j'ai très bien dormi. Et là, je veux dire, c'est chaud, quoi. Je veux dire, si au bout d'1 heure et demie de show, j'ai déjà à moitié envie de dormir, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi, dans le match. Et c'est pour ça que j'ai enlevé des points par rapport à Braun Breaker, Sami Zayn, parce que Braun Breaker, Sami Zayn, bah, je me suis bien amusé, quoi, c'était cool.
que là, le match était cool aussi, mais je me suis tellement ennuyé que, obligé, on enlève des points. Et malgré l'ennui, il y a quand même eu des moves qui étaient incroyables. La baston avant le match, c'était incroyable. Le... les moves de Logan Paul, ils étaient trop cool. Et puis le finish quand même, il était cool. Logan Paul qui comment dire, récupère le point américain de son pote là, qu'on nous présente genre en mode vous savez, au début il est là avec son truc de sécurité, puis après il se dévoile et tout, genre comme si nous on savait qui c'était quoi. Euh, Bref, hein, moi personnellement je sais pas du tout qui c'est, hein, mais voilà. Et du coup, euh, Logan Paul utilise son point américain, il dit c'est bon, je vais gagner, il veut faire son springboard clothesline, sauf que finalement LA Knight il ne vend pas du tout le point américain, il place son finisher, il l'emporte, alors que faudrait revoir la caméra, hein, mais Logan Paul a à moitié un pied sous la corde, hein, techniquement, le match il devrait pas être terminé maintenant, mais bon, la victoire est belle, LA Knight a enfin ce qu'il mérite, parce que même si je le dis, moi je m'ennuie pendant ces matchs ou quoi que ce soit, ça n'empêche pas que pour énormément de gens il est extrêmement divertissant, qu'il a quand même été présent sur des gros matchs et tout, euh, que personnellement j'ai apprécié, hein, quand il a affronté Roman Reigns, moi j'ai kiffé et tout. Donc voilà, moi je trouve qu'il mérite cette victoire, qu'il mérite ce titre, même si comme d'autres youtubeurs, j'espère que ce sera pas juste, voilà, histoire de dire voilà, on te remercie pour ce que tu as fait et après on arrête là quoi. Donc voilà. On verra ce que donnera son règne, mais en tout cas pour moi, le match 3,75/5, c'est largement mérité pour ce qu'on a eu. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer au suivant, qui est le deuxième et dernier match féminin de la carte, hein. Je trouve que pour mettre 7 matchs et que 2 matchs féminins, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, je viens juste de penser qu'il n'y avait aucun titre par équipe qui était en jeu. Alors à la limite, que les titres par équipe de la Bloodline ne soient pas mis en jeu parce qu'ils les ont gagnés hier, enfin cette semaine, bon, je me dis ok, mais bon, le Judgment Day, ils auraient pu remettre les leurs quand même, qu'on a un petit match par équipe, mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas non plus se plaindre avec la carte qu'on a, qui, dans la globalité, est pas si mauvaise, hein. Du coup, on passe au match suivant, Bayley contre Nia Jax pour le titre féminin de la WWE. Et typiquement, c'est le type de match que j'aurais aimé voir pour Sami Zayn Braun Breaker. Dans le sens où ça dure un peu plus longtemps avec des near fall et tout, même si le résultat semblait couru d'avance, parce que c'est vrai que Bayley et Nia Jax, quand tu vois les deux femmes, bon, je te dis Nia Jax c'est quand même un peu plus avantagé quoi. On a un peu plus tendance à croire que Nia Jax peut gagner, même si quand même Bayley va être très très bonne dans ce match. Et le match en lui-même, c'est juste un match, j'ai envie de dire, un peu à la classique, avec quelques mouvements impressionnants, un peu comme le Logan Paul LA Knight. Sauf que là, franchement, j'étais beaucoup plus dans le match, hein, parce que bon, j'ai envie de dire, il y a ma quelque chose préférée dans le match, donc forcément, je suis déjà un peu plus dedans, quoi. Et c'était cool parce que Nia Jax, elle a fait preuve de puissance, de faire attention chez ses adversaires. On lui a beaucoup reproché de ne pas faire attention dans ses anciens runs, et là depuis son retour, elle est vraiment géniale dans ce qu'elle fait. Ce match en est la preuve. Et de l'autre côté, Bayley, elle essaye de faire ce qu'elle peut pour s'en sortir, pour mettre Nia Jax au sol, pour la mettre KO. Et il y a des moments, franchement, j'ai été impressionné. Bon, entre le Bayley to Bayley qu'elle arrive à placer, et d'ailleurs, je suis content qu'elle l'ait placé parce que franchement, l'ancien finisher, enfin plutôt le nouveau finisher de Bayley, je l'aime pas du tout. Moi, j'aimais beaucoup le Bayley to Bayley, donc le revoir de temps en temps, ça fait du bien. Bon. Euh,
On a également cette Power Bomb, hein, pareil, qui je pense sera l'un des moments les plus marquants de ce show. Cette Power Bomb de Bayley sur Nia Jax. Tu te dis, mais comment elle a fait pour tenir Nia Jax aussi longtemps sur ses épaules? Moi, je veux dire, je suis quasiment incapable de supporter plus de mon poids, un truc à soulever, quoi. Et moi, je fais que dans les 50 kilos. Donc, je trouve ça toujours très impressionnant, ce genre de move et tout. Et le match était plutôt sympa. On a vu des petites références côté Nia Jax à sa famille dans les prises, même si c'est des prises qu'elle fait habituellement, hein, mais quand même, le coup de fesse, merde, comment il s'appelle déjà le truc. Oh putain. Si, c'est le Samoan Drop, non? Oh, je sais plus. Bref. En tout cas, le match vraiment très sympa. Au moment où Bayley place la descente du coude après la powerbomb, tu te dis ça y est, c'est plié. Finalement, Bayley va rester championne. Et finalement, non. Nia Jax nous offre une belle near fall pour que Tiffany Stratton s'amène pour cashing sa mallette. Bon, au final, elle va juste se faire dégommer direct par Bayley quand elle veut monter dans le ring, ce qui va permettre à Nia Jax de revenir dans le match et remporter le match. Mais je pense que pour Tiffany Stratton, c'était plus une façon de montrer le nouveau design de la mallette, même si on l'a pas vu correctement. Mais pour moi, c'était plus pour ça qu'autre chose qu'on nous a ramené, Tiffany Stratton dans le match. Et puis, dans tous les cas, la célébration avec Nia Jax est plutôt sympa. Même si Nia Jax, elle a pas l'air de trop prendre le truc en compte, quoi. Parce que, je sais pas, moi, j'aurais pris en compte le fait que, à la place d'Ajax, que Tiffany Stratton avait dit qu'elle allait pas tenter son caching et qu'elle l'ait quand même fait. Mais là, bon, pour l'instant, voilà. C'est quand même très bien tel que c'était. Moi, j'ai noté ça 4,25 sur 5. Parce que j'ai passé un très bon moment. Bon, je me doutais que Bayley, sur ma catcheuse préférée, qu'elle allait perdre. Mais on a passé un super moment. C'était sympa. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Ça a été un très bon moment, et puis bon, on pourra passer au match suivant. Voilà. Du coup, on passe au avant-dernier match de la soirée, enfin toute la soirée pour moi de la matinée, avec Drew McIntyre contre CM Punk, avec Seth Rollins en arbitre spécial. Pardon. Euh, Et du coup, j'avoue que ça a été un très bon match. J'ai passé un très bon moment. Pour moi, je note ça en 4,5 sur 5. Voilà, parce que c'était pas non plus. Il n'y a pas eu de truc trop impressionnant et tout, mais en attendant, c'était très cool. Bon, overbooking à mort, hein, puisque tout tourne autour de comment Seth Rollins va. Enfin, il y a deux choses principales dans ce match. C'est comment Seth Rollins va faire respecter les règles en tant qu'arbitre. Et il y a cette histoire de bracelet qui va un petit peu traverser tout le monde. Voilà, puisque d'abord, Drew McIntyre l'a dans sa poche, il va finir par le mettre en main au poignet, pour provoquer très clairement son adversaire. Et à la suite de ça, nous avons CM Punk qui à un moment donné met à moitié KO Drew McIntyre, du coup il récupère le bracelet, sauf qu'il n'a pas le temps de le remettre, qu'il se fait attaquer, et du coup le bracelet il se retrouve par terre, et au moment où CM Punk est prêt à faire, je crois que c'est son go to sleep, il remarque que son bracelet maintenant c'est Seth Rollins qui l'a au poignet. Du coup, il s'en prend à Seth Rollins et après avoir placé le go to sleep sur Rollins, il récupère son bracelet et pareil, il a à nouveau pas le temps de le mettre. Et une fois qu'il a perdu ce match,
Très clairement la meilleure chose pour moi, hein, parce que je déteste CM Punk, même si, je suis honnête, j'avoue qu'il a fait une très belle performance dans ce match. Voilà. Hein, je le dis, j'ai beau ne pas aimer la personne, en tant que catcheur, il fait du très bon travail. Hein. Les promos pour mener cette rivalité, elles sont très bien. Les matchs, bon bah de toute façon il en a fait qu'un en dehors du Royal Rumble depuis qu'il est revenu, donc voilà, il a fait qu'un seul bon match, parce que mon Royal Rumble c'est toujours un match que j'aime pas trop. J'aime bien savoir qui gagne, mais j'aime pas trop le Royal Rumble en lui-même. Un peu comme Money in the Bank. J'aime pas trop le match en lui-même, mais j'aime bien voir qui va gagner pour savoir comment les choses vont tourner par la suite. Bref. Et, euh, et du coup, euh, oui, c'était juste une petite aparté sur CM Punk. Mais du coup, une fois que Drew McIntyre a gagné, il récupère à nouveau le bracelet. Et c'est là où Shuri avait raison dans ses vidéos. C'est que, bah, effectivement, malgré le fait que le match il est très cool ou quoi que ce soit, ou du moins qu'il allait être très cool, puisque bah, forcément Sturi pouvait pas prévoir à l'avance réellement le résultat. Mais c'est que forcément ça allait pas, on n'aurait pas de fin à cette rivalité. Et du coup, Sturi a eu raison là-dessus, c'est qu'on n'a pas de fin à la rivalité dans le sens euh, où comment dire, Drew McIntyre il gagne et il repart avec le bracelet. Ça veut dire que bah forcément, il va y avoir une suite, ça peut être va être en tu m'as volé mon bracelet, gna. Bon, ok, c'est important pour lui et tout, mais bon, voilà, je dis, on va relancer le truc et on va repartir en oui, mais tu m'as volé mon truc, gna. Bref, ce qui fait qu'on aura sûrement un nouveau match, je sais pas quand, mais on aura forcément un nouveau match qui sera très certainement gagné par CM Punk pour qu'il récupère ses affaires. Bref, c'est très prévisible ce qui va se passer entre Drew McIntyre et CM Punk par la suite. Mais il y a des chances que ce soit une suite avec un bon match. Donc je pense que la rivalité sera pas ouf comparé à ce qu'on a eu là, puisqu'on va juste répéter ce qui s'est passé. Mais en même temps, je pense que on aura certainement un bon match, bon, qui sera forcément gagné par CM Punk. Hein, ça, je vous le pré-shot dès aujourd'hui. Mais voilà. Euh, En dehors de ça, Seth Rollins en tant qu'arbitre, c'était vraiment cool parce que il n'a pas été plus d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, quand ils étaient dans le coin, qu'il faut compter jusqu'à 5, bah, à chaque fois, tac, les deux à 5, il les a, remis dans le ring, voilà, parce que tu peux pas frapper trop longtemps quelqu'un qui est dans le coin ou dans les cordes. Quand ils sont en extérieur, il a tourné la tête pour que CM Punk dégomme Seth Rollins contre les escaliers. Pas Seth Rollins, mais aussi Drew McIntyre. Et ensuite, quand Drew McIntyre veut faire, vous savez, le truc de la bascule là sur CM Punk contre le dessous du ring, là, qui est fait en barre de fer, du coup, pareil, là, il tourne la tête et tout ça. Quand il fait les tombées, comparé à ce qu'on aurait pu penser avec, je sais pas, des tombées rapides ou des tombées très lentes, non, il a toujours fait des tombées classiques, sauf le tout dernier, parce que bon, bah, Rave Bump et tout ça, hein, voilà, le mec s'est pris un go to sleep, donc forcément, son tombé allait être plus court, comme quand il s'est fait dégager à l'extérieur du ring et qu'il doit faire le tombé pour CM Punk, bon, forcément, quand un arbitre il prend cher, les tombés sont un peu plus lents et tout. Mais dans la globalité, c'est ce que j'ai aimé, c'est que on s'attendait à ce que cette Rollins aille plus d'un côté que de l'autre, voire même plus du côté de Drew McIntyre, puisqu'il avait. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il a promis à CM Punk une fois qu'il serait clair qu'il allait le détruire, et au final, il a jamais rien fait. Ça, je trouve ça très dommage. Mais il a été impartial et juste envers les deux. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et ce que je trouve un peu dommage, et c'est là où moi le match il perd des points, c'est que Seth Rollins il a promis de détruire CM Punk une fois qu'il allait être clear, il l'a pas fait. Là, le match est terminé, CM Punk est KO et il en profite pas pour s'attaquer à lui. Je trouve ça un peu dommage, hein, je veux dire, il a clairement des raisons de le faire, il le fait pas, je trouve ça un peu dommage. Voilà, il part juste.
et il laisse Drew McIntyre célébrer. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais pu avoir d'autres choses à raconter et tout. Mais comme l'histoire va se continuer entre Drew McIntyre et CM Punk, bah, on écarte un peu Seth Rollins. Pourquoi pas pour la possible victoire de Gunther ou le possible nouveau match contre Damian Priest, hein, parce que Damian Priest avait promis que s'il battait Gunther, il offrirait une deuxième chance à Seth Rollins. Et si Gunther gagne, bah, peut-être que Seth Rollins affrontera à nouveau, aura un nouveau match dans la title shot face à Gunther. Parce que oui, je mets des si parce que bah, pour l'instant, j'ai pas encore vu le match entre Gunther et Damian Priest qui sera très certainement le suivant. Mais voilà. En tout cas, tout ce qui tourne autour de Seth Rollins, je trouve ça hyper intéressant. Mais si je trouve que c'est un peu dommage qu'on tourne peut-être même un peu trop autour de Seth Rollins, notamment quand il est allongé dans le coin du ring, quand il fait chanter la foule au lieu comment dire, vérifier que tout se passe bien et tout, ou de compte à l'extérieur. Ça, c'est le seul truc qu'il a pas trop respecté, le décompte à l'extérieur qui était, au bout d'un moment, il a même arrêté de compter. Mais à part ça, je trouvais que Seth Rollins en carré spécial c'était vraiment très bon. Pas aussi bon qu'un Shawn Michaels quand il était arbitre contre. Dans le match Undertaker Triple H, qui pour moi était l'un de mes matchs préférés avec un arbitre spécial. Mais celui-là était quand même vraiment très très bien. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, à part que c'est un peu dommage parce qu'au final la rivalité McIntyre-Punk ne s'arrêtera pas du coup, mais on a quand même passé un super moment. C'était le match le plus attendu de la soirée, je pense. En tout cas pour moi c'est le match que j'attendais le plus. Et c'est très bizarre de dire que c'est le match que j'attends le plus alors qu'il y a le catcheur que j'aime le moins de la planète. Mais j'ai quand même été satisfait, j'ai passé un super moment. Et pour moi, ça mérite la note que j'ai mis, qui pour l'instant est la meilleure note du show. Et qui sera peut-être, restera peut-être la meilleure note du show. Bref. Donc, on continue avec l'avant-dernier match du show. Donc, Damian Priest contre Gunther pour le titre World Heavyweight. Et du coup, on continue à mettre la fin du Judgment Day petit à petit, hein, puisqu'on se doute bien qu'il y aura un peu une war game, un peu comme il y avait avec la Civil War, plutôt qu'il y aura une Civil War comme il y a eu avec la Bloodline, voilà, je m'y perds. Voilà, entre d'un côté Dominic et Liv Morgan et Finn Balor. De l'autre côté, Damian Priest, Rhea Ripley et Carlito, Didi McDonough, hein, où est-ce qu'ils vont se placer? Alors ça tombe parce que je voulais faire une vidéo concernant la loyauté de The Rock, future loyauté de The Rock dans la Bloodline. Mais alors là, je peux clairement faire une autre vidéo identique avec Didi McDonough et Carlito. Hein, où est-ce qu'ils vont se placer ces deux-là? C'est vraiment une très très bonne question. Donc, victoire de Gunther pour le titre World Heavyweight avec la trahison de Finn Balor. Mais j'ai quand même noté le match 4 sur 5. Pour moi, ça vaut pas beaucoup plus parce que je trouve que le match précédent était plus divertissant. Après, c'est très personnel parce que moi, je fais partie des gens qui ne sont pas spécialement fans des brawlers, hein, donc de ceux qui vont vraiment taper fort et tout ça. C'est pas trop mon style de catcheur. Je reconnais que Gunther est un excellent catcheur, mais c'est pas sur ce type de match où je vais prendre beaucoup de plaisir. De toute façon, quand on voit certains de mes catcheurs préférés, comme par exemple du Carmelo Hayes, du Wesley, ça donne quand même une petite idée de ce que je kiffe comme style de catch. Quand j'étais adolescent, mon catcheur préféré c'était Jeff Hardy. Bon, c'est quand même assez parlant globalement du style de catcheur que je préfère. Et du coup, c'est vrai que les brawlers, c'est carrément tout l'inverse. Hein. Les big men, tout ça, c'est pas du tout le même style de catch. Mais bon, ça n'empêche pas que le match était vraiment très cool. On a un Damian Priest qui est resté extrêmement fort pendant le match. C'est même lui qui a pris le dessus sur ce Damian Priest sur Gunther au début du match.
Personnellement, moi je m'attendais à ce que Damien Priest y conserve. Si j'avais fait des pronostics, parce que j'en ai pas fait, mais je suis honnête, si j'avais fait des pronostics, j'aurais pronostiqué Damien Priest. J'aurais cru en la victoire de Damien Priest qui finalement n'est pas arrivé. Ce qui est très dommage parce que Damien Priest, bon, il va faire sa guerre avec le Judgment Day, mais je trouvais que c'était un très bon champion honnêtement. Donc on verra un peu ce que ça va donner. Hein. La suite pour Damien Priest, pour Gunther, on se doute, hein, champion World Heavyweight, ancien meilleur champion intercontinental, avec le plus long règne, si je dis pas de conneries. Voilà. Après, ce qui me dérange dans le match, c'est Gunther qui, je trouve, paraît très faible dans ce match. Je veux dire, il est censé être le plus grand champion intercontinental de l'histoire, et au final, il paraît très affaibli dans ce match. Alors les commentateurs sont en mode oui, Finn Balor a dit qu'à Raw il allait combattre Gunther pour l'affaiblir et tout, mais bon, que Gunther soit affaibli juste pour ça, tu vois, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Et en même temps, on a besoin que notre champion il ait l'air fort et tout, donc ça c'était cool. Mais c'est vrai que Gunther a paru très faible. Le fait qu'il gagne parce que Finn Balor lui offre clairement la victoire, il lui met le pied dans les cordes, ce qui met en rage Damien Priest qui du coup a en tête uniquement la vengeance, qui n'est plus du tout dans son match. Et du coup, Damien Priest, de toute façon, était beaucoup perdu. Quand il est arrivé, il avait en tête la trahison de Dominic Mysterio, qu'en plus je suis en train de revoir, parce qu'ils nous mettent les highlights de la soirée. Mais on a globalement un Damien Priest affaibli mentalement, et la trahison de Finn Balor, c'est la goutte d'eau qui fait que Damien Priest n'est plus dans le match. Il est juste enragé, il va absolument défoncer Finn Balor, et du coup, ça va coûter pardon, la fin du match pour lui. Ce qui fait que globalement, Gunther, qui est censé être le mec méga puissant, gagne grâce à une intervention, et je trouve ça un peu dommage. Et c'est pour ça que j'enlève des points, parce que je trouve ça très dommage. Que Finn Balor il trahisse Damien Priest et tout, je me dis ok. Honnêtement, je pensais même que Finn Balor allait traiter Damien Priest après le match. Je pensais pas qu'il le ferait pendant. Je pensais qu'il attendrait après le match et qu'il l'attaquerait après le match, histoire de vraiment consolider pas vraiment son heel turn, parce qu'il est toujours à la base le clan est heel, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Je m'attendais pas à ce que ça arrive en plein match. Mais voilà. Et tout ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que j'ai passé un très bon moment. Le match était vraiment très cool, mais je trouve ça juste dommage qu'un mec comme Gunther gagne parce qu'on l'a aidé et ne gagne pas de lui-même. Tu vois, c'est pas le Gunther champion intercontinental qu'on a connu, quoi. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, le match était quand même très cool. Et maintenant, il reste plus que le main event, hein, en espérant que ce dernier sera à la hauteur des attentes. On verra ça juste après. Et du coup, on va pouvoir parler du main event Solo Sikoa contre Cody Rhodes pour le titre universel. Le titre universel n'existe plus, le titre Undisputed, dans un Bloodline Rules match. Alors, match que j'ai noté 4,75 sur 5. Pourquoi Alors déjà, parce que je pense qu'on a tous été des mauvaises langues, hein, faut clairement le dire. On a tous pensé que ce serait l'un des pires matchs de la soirée et tout, notamment à cause de la construction de Solo Sikoa qui, en tant qu'enforceur, était méga puissant, et qu'une fois chef tribal, voilà, était beaucoup plus faible, surtout avec un Jacob Fatu dans les parages, et notamment le 3 contre 3 qu'il y avait eu à Money in the Bank. C'est vrai que Solo Sikoa ne paraissait pas aussi fort, ou du moins pas assez pour aller affronter
comment dire, un Cody Rhodes. Bref. Et pourtant, bah, le match, il était génial. En plus, on n'a pas tant mixé en avant le Bloodline Rules match, un peu comme dans celui de Cody contre Roman Reigns. C'est-à-dire qu'on a laissé beaucoup de temps aux catcheurs de faire un match classique, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, toute la partie avant les interventions, les escaliers, tout ça, j'ai envie de dire que c'était très très bien. En vrai, on a tous dit, tous douté de Solo Sikoa, mais en réalité, le mec, il a été incroyable dans ce match, hein, voilà. Cody Rhodes, bon bah lui, il n'y a rien à dire, dans le ring, c'est toujours super. Après, j'avoue que son personnage, le super Cody, a tendance à me gonfler, mais dans le ring, on est toujours très bien servi avec Cody Rhodes. Et bah là, faut le dire, le match était cool. Franchement, le match était cool. J'ai kiffé. Quelques petites déceptions sur les interventions. Voilà, mais ça, on va revenir dessus. Mais voilà, le match en lui-même était vraiment très cool. Comme c'est le Bloodline Rose match, au bout d'un moment, on a également des armes qui sont utilisées. Alors, Solo Sikoa ne doit pas en ramener. C'est plutôt Cody Rhodes hein, qui, comme le mentionnent très bien les commentateurs, utilise les escaliers qui lui avaient permis de vaincre AJ Styles. Bah, je crois que c'était à Money in the Bank hein, contre AJ Styles, ou c'était encore à... Bah non, de toute façon, il n'y a rien eu. Après WrestleMania, on est passé direct à Money in the Bank ou il y a eu un truc entre deux? Je sais plus. Bah attends, WrestleMania c'était en avril. Donc il y a eu quelque chose en mai. Juin, Money in the Bank. Juillet. Non, attends. Donc il y a eu mai, juin, juillet. Et là on est en août. Donc il y a eu Money in the Bank, je crois, en juillet. Mais il y a eu quoi en mai, juin? Putain, j'ai complètement oublié ce qu'il y a eu comme PLE en mai et en juin. C'est que ça a pas dû me marquer plus que ça. Je me souviens bien de Money in the Bank. Ah si, on a eu Clash at the Castle. Non, Money in the Bank. Si, Money in the Bank était en juillet, Clash at the Castle c'était en juin. Mais là, ça commence à me revenir parce que moi j'allais en Écosse fin juin. Et du coup, il y avait Clash at the Castle une semaine avant que moi j'arrive en Écosse. C'est ça, du coup c'est vraiment au mois de mai que je me souviens pas ce qu'il y a eu. Mais bon, c'est pas très très grave non plus. Mais ok. Bref. Euh, En tout cas, dans un de ces PLE, Cody Rhodes a vaincu AJ Styles avec un escalier, je sais plus lequel. Et du coup, là, ils en ont fait un peu écho. Voilà, Solo Sikoa qui va se prendre 2 coups d'escalier avant d'en esquiver un avec une belle spire. Honnêtement, elle était pas si mal que ça, la spire de Solo Sikoa. Et ensuite, l'escalier, Solo Sikoa va vouloir l'utiliser pour faire son coup de fesse là. Mais au final qui ne servira pas puisque Cody Rhodes va l'esquiver. En termes d'intervention, du côté de Solo Sikoa, bah forcément on a eu ses alliés habituels, hein, Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu. Ça ne servira pas à vaincre Cody Rhodes, hein, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend pour qui. Et du côté de Cody Rhodes, pareil, il y aura 3 interventions, 2 qui m'ont déçu. Ce sont les interventions de Kevin Owens et Randy Orton. Pourquoi ça m'a déçu? Tout simplement parce que la Bloodline les avait tabassés, les avait mis hors d'état de nuire. Avant que le match commence, Cody Rhodes il tombe sur un Hall of Famer, la Arna. J'arrive pas à dire son nom, vous voyez de qui je parle, Arn Anderson, qui en gros a dit à Cody Rhodes oui, globalement j'ai des contacts, il y a des gens qui vont venir t'aider. Du coup, tu t'attends à ce que ce soit des gens qui voilà, qu'on a été marchandés mais qui sont pas spécialement des amis de Cody Rhodes, parce que tu dis Kevin Owens et Randy Orton techniquement ils sont encore en train de se remettre du fait d'avoir été tabassés par la Bloodline. Et du coup là quand le premier qui intervient c'est Kevin Owens, je fais
Et après, c'est qu'on voit Randy Orton, je sais. Alors, j'aime beaucoup Kevin Owens, je surkiffe Randy Orton, mais c'est pas eux qu'on veut voir intervenir. Ce qu'on voulait voir intervenir, c'est Jey Uso, c'est Jimmy Uso. Et même le public, à un moment donné, ils sont en train de crier des yit, 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 yit. Mais oui, nous, c'est ça qu'on veut. On veut que Jimmy et Jey Uso interviennent. On veut pas de Kevin Owens et Randy Orton qui, au final, ne vendent pas leur agression. Alors que Jimmy Uso, qui a subi à peu près la même chose, lui, ça fait plusieurs mois, ça fait presque 4 mois qu'il vend quasiment la même agression. Je te dis, c'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai été très déçu des interventions de Kevin Owens et Randy Orton, dans le sens où le fait que ce soit eux qui aient été choisis, parce que ils vendent pas le fait d'avoir été tabassés et tout. On les revoit là pour aider Cody Rhodes, alors que c'était clairement le moment de réunir les Usos, très clairement. Même s'il y a encore des tensions entre les deux, mais c'était le moment, voilà, de les remettre ensemble proches dans le ring pour un combat commun, même s'ils étaient plus très proches. Et surtout, là, en fait, ce qui fait que je mets le match aussi haut, à la base, je voulais noter 4,25 ou 4,5. Et je l'ai monté à 4,75 sur 5 parce que ce match a fait une chose qu'aucun autre de la soirée n'a réussi à faire, c'est me donner des frissons. Quand la musique de Roman Reigns, elle s'est lancée et qu'on a vu Roman Reigns apparaître, et même là, juste le fait d'en parler, j'ai des frissons. Je me dis, voilà, c'est obligé. Je peux pas mettre ce match, je peux pas le noter moins bien qu'un autre. Même si j'ai été plus diverti peut-être sur le Drew McIntyre CM Punk que celui-ci. Mais en même temps, juste la sensation que j'ai ressentie quand Roman Reigns a fait son retour, pour moi c'est obligé, je peux mettre ça que au-dessus des autres. Parce que aucun match ne m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti quand Roman Reigns a fait son retour. Déjà que le match était vraiment très très bon, hein, on peut pas nier que le match était très très bon, mais alors avec ce retour de Roman Reigns, là, les frissons que j'ai ressentis, le Superman Punch là, qui t'envoie à Solo Sikoa, plus le Spear, et ensuite le petit hochement de tête qu'il fait à Cody Rhodes en mode allez, good job, fini le boulot. Et là, Cody Rhodes qui finit le boulot, victoire de Cody Rhodes qui conserve son titre. Voilà, et puis Cody Rhodes et Roman Reigns qui restent en mode face-off, un peu à distance, mais en même temps, on sait très bien que Roman Reigns, lui, ses affaires, ça va être de s'occuper de Solo Sikoa, la foule en plus qui explose avec Roman Reigns et tout, c'est incroyable. Puis même à la fin, tu le vois, il est en train de pointer les lettres sur son t-shirt, le Original Tribal Chief. C'est juste incroyable quoi. On a repris la recette de ce qu'avait fait un excellent main event de WrestleMania nuit 2 pour moi. Donc forcément ça pouvait être que aussi bien. Et puis en plus je veux dire, pas que les interventions qu'il y a eu à WrestleMania étaient mauvaises, mais Roman Reigns étant mon catcheur préféré, forcément son apparition pour moi elle est juste incroyable. Alors la seule chose que je trouve dommage dans le fait que Roman Reigns soit là maintenant, c'est que dans mon fantasy booking, j'aurais préféré qu'il revienne au Survivor Series, un peu comme Randy Orton a fait l'année dernière, mais je peux pas ne pas être heureux au fait de le revoir maintenant. Même si je trouve que c'est trop tôt, je suis comme hyper heureux de le revoir et de voir vraiment ce qui va se passer et être construit au fil des mois. Je pense jusqu'au Survivor Series avec Solo Sikoa et sa Bloodline. Parce que je pense que Solo Sikoa et sa Bloodline, ils vont peut-être se reconsolider, peut-être avec un membre en plus. Roman Reigns, lui, c'est sûr qu'il va aller chercher à nouveau des partenaires pour faire face à Bloodline. Je me demande même si c'est pas une bonne idée de faire un match entre Roman Reigns et Solo Sikoa, que Solo Sikoa batte Roman Reigns grâce aux interventions des autres, et que là Roman Reigns se dise bon allez, je vais chercher les Usos, Sami Zayn pourquoi pas, et on détruit clairement Solo Sikoa. Et pour moi, il faut que Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton, ils aillent sur des nouvelles histoires.
J'en peux plus de voir Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton autour de la Bloodline. Faut vraiment, vraiment qu'ils partent sur des nouvelles histoires et qu'on ait une histoire Bloodline contre Bloodline. Sami Zayn, c'est pas dérangeant. Sami Zayn a fait partie de manière honorifique de la Bloodline, donc il peut. C'est un peu comme Carlito du côté de Judgment Day, quoi. Ou J.D. McDonough, parce que J.D. McDonough, au bout d'un moment, a vraiment été accepté. Mais Sami Zayn, c'est pas dérangeant. Parce que Sami Zayn, il a perdu son titre. Sami Zayn, il a plus ou moins fait partie de la Bloodline. Donc, c'est pas dérangeant. Par contre, Kevin Owens, tu vois, tu peux pas avoir une team, par exemple, Roman Reigns, Sami Zayn, Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes contre la Bloodline de Solo Sikoa. Je veux dire, ce serait une belle affiche, voir ces 5 là côte à côte, mais ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. De toute façon, déjà, tu es obligé d'avoir Jimmy Uso qui s'est fait éclater par la Bloodline. Donc, tu es obligé d'avoir au moins Roman Reigns et Jimmy Uso dans le même camp. Donc voilà. Donc, bref. On va arrêter là. Pour moi, excellent, excellent main event. Du coup, on va conclure la vidéo. Donc, très très bon show. Alors, certes, assez inégal, hein, des matchs pour moi qui ont été vraiment très moyens, notamment l'opener ou d'autres matchs qui m'intéressaient moins, comme Logan Paul et les Knights, hein, où vraiment j'étais à 2 doigts de m'endormir. Là, je peux vous dire que le retour de Roman Reigns, ça m'a pas endormi, hein, ça m'a réveillé, ça m'a mis des frissons partout. Je peux dire que ça réveille. Mais dans la globalité, j'ai quand même passé un très bon moment. Bon, après 4 heures de show, c'est quand même long, hein, faut se les manger les 4 heures. Mais franchement, c'était quand même génial. Passé un excellent moment. Bon, ça m'a pris quasiment la moitié de mon dimanche. Mais c'est pas très grave. Je regrette pas d'avoir pris ce temps pour SummerSlam. Euh, et du coup, voilà, hein, je sais pas grand chose de plus à dire, hein. Très très content retour de Roman Reigns, bien que trop tôt encore une fois. Et j'ai hâte de voir la suite de pas mal d'histoires, hein, genre, si on reprend tous les matchs qu'il y a eu, bon, ce qu'il y a eu dans l'opener, en vrai, j'en ai un peu rien à foutre. Même si, en vrai, ce qui m'intéresse, c'est plus l'histoire du Judgment Day, plus que l'histoire autour du titre. Genre, le combat entre les deux factions, entre la faction Judgment Day, Daniel Ripley, et l'autre faction, Dominic, Liv Morgan et sûrement Finn Balor. Ça, j'ai très envie d'avoir où ça va mener. Alors, la ceinture, alors là, tu sens qu'elle va encore passer à côté d'un truc. Et ça va encore être un peu chiant, mais bon. Sami Zayn, très hâte de voir ce qu'il va devenir. J'aimerais trop qu'il retourne du côté de l'original Bloodline, on verra. Braun Breaker en tant que champion, très hâte de voir où ça va aller. Helena Logan Paul, j'avoue que j'en ai extrêmement rien à foutre. Bayley, ça m'inquiète un peu, mais hâte de voir ce qu'elle va devenir. Nia Jax en tant que championne, assez hâte de voir ce que ça va donner, notamment avec Tiffany Stratton de ses côtés. Est-ce que Tiffany Stratton va trahir Nia Jax ou pas? Ce serait assez sympa. En sachant que Nia Jax avait déjà subi le cashing, je crois, d'Alexa Bliss. Donc ce serait pas la première fois que Nia Jax subit le cashing d'une pote à elle, quoi. Si un peu Drew McIntyre, bon, j'avoue que j'ai moins hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça va juste être la même histoire que ce qu'on vient d'avoir. Tu m'as volé mon bracelet, donc je viens de casser la gueule. Bon, ça se terminera jamais. Après Seth Rollins, à voir où il va aller en attendant que CM Punk soit dispo pour casser la gueule à CM Punk. Gunther, Damian Priest, j'avoue que Damian Priest, j'ai déjà dit au niveau de Judgment Day. Gunther, j'ai surtout hâte de voir qui va être son premier adversaire. Et après, Gunther, c'est pas non plus le de catch que je préfère, mais j'ai hâte de voir quand même contre qui il va jouer, parce que par contre, ses promos, je les trouve vraiment géniales. Et après, Cody Rhodes, pareil, je m'en fous un peu, mais Solo Sikoa, avec le retour de Roman Reigns, pareil, assez hâte de voir ce que ça va donner. Donc il y a quand même les 3 quarts des gens qui ont combattu ce soir, donc j'ai envie de connaître leur suite, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est que quand même ça m'a bien diverti comme show. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de SummerSlam.
Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que vous êtes heureux ou pas du retour de Roman Reigns? En tout cas, moi je suis heureux comme un fou. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment des vidéos autour des loyautés, celle de The Rock, celle de JD McDonough et Carlito, notamment une vidéo pour parler des champions en général sous l'ère Triple H, et également parler du cas Liv Morgan. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à dire sur tout ça, et du coup on va revenir dedans dans des petites vidéos très prochainement, en plus des weekly de NXT qui continuent. Bref, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.